C'est un bon impertinent. Qui? Molière, avec ses comédies. Et je trouve bien plaisant de ridiculiser certains de nos médecins, de se moquer de leurs consultations, de leurs ordonnances, et d'aller mettre sur son théâtre des gens vénérables comme ces messieurs-là. Espérons que ces médecins ne chercheront pas à se venger de son impertinence et quand il sera malade, qu'ils ne le laisseront pas mourir sans secours. Il sera plus sage qu'eux. Il ne leur demandera point de remède. Il soutient que les remèdes ne sont permis que pour les gens vigoureux et robustes. Mais que pour lui, il a juste la force pour supporter son mal. Après les glorieuses fatigues, il est bien juste de travailler au divertissement et c'est ici ce que l'on a voulu faire et ce prologue est un essai qui a introduit la comédie Ballet du malade imaginaire dont le projet a été fait pour vous délasser. font 5 et 5 font 10 et 10 font 20. 3 et 2 font 5, plus le 24 du mois, un petit clistère insinuatif, préparatif et remoiliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît chez Madame Florent, mon apothicaire, c'est que ses factures sont toujours fort polies. Les entrailles de monsieur. 30 €. Ah bah oui, mais Madame Florent, c'est pas tout que d'être poli. Faut aussi être raisonnable et ne pas dépouiller les malades. 30 € en lavement, bah je ne suis pas d'accord, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres factures qu'à 10 €. Et 10 € en langage de pharmacien, ça veut dire 5 €. Et voilà. 2. Plus, le même jour, un bon clister purifiant composé avec double laxatif, rhubarbe et miel de rose, suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. 30 €. Bah, avec votre permission, 10 €. Alors voilà, et voilà, 2, 3, et de 5, ça va comme ça. Plus, le 25 du mois, une bonne médecine purgative et fortifiante, composée de laxatifs, suivant l'ordonnance de monsieur Purgon pour expulser, évacuer la bile de monsieur. 50 €. Ah non, mais Madame Florent Toudou, s'il vous plaît, si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 20 €. Tiens, et voilà, 10 et 15, ça ira comme ça. Plus, le 26 du mois, un lavement purifiant pour chasser les gaz de monsieur. 30 €. Ben, 15 €, Madame Florent. 15 €. Voilà, 8. Voilà, comme ça. Plus, le 27 du mois, une bonne médecine composée pour attirer l'air à la salle et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur. 10 €. Ben voilà. Hein? 5 €. Je suis bien aise de vous voir raisonnable.
Alors, 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20, 104 euros et 50 centimes. Si bien que ce mois-ci, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 médecines et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Ah bah, je ne m'étonne pas si je me porte moins bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à Monsieur Purgon afin qu'il mette ordre à cela. Alors, qu'on monte tout ceci. Il y a personne, hein? J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Y a pas moyen de les arrêter ici. Mais ils entendent point et ma clochette ne fait pas assez de bruit. Point d'affaire. Mais ils sont sourds, toilette. Mais j'enrage. Mais tout comme si je ne sonnais point. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre en malade tout seul? Voilà qui est pitoyable. Mon Dieu, mais ils me laisseront mourir ici. Mais on y va! Coquine, carogne. Ah, la peste soit de votre impatience! Vous pressez si fort les personnes que vous m'avez fait mal à la tête! Oh, très. Ah! Il y a une heure. Tu m'as laissé. Non, tais-toi, coquine, que je te querelle. Ah ça oui, vraiment? J'en suis d'avis après ce que vous m'avez fait! Tu m'as fait égogiller, carogne. Et vous? Vous m'avez fait casser la tête! L'un vaut bien l'autre, quitte à quitte si vous voulez! Quoi, coquine? Si vous querellez, je pleurerai! Non, laissez, mais carogne, tu veux? Mais quoi, j'aurais pas le loisir de quereller? Quereller tout votre sou, je le veux bien! Mais tu m'en empêches en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer, chacun le sien. Allons, il faut en passer par là. Bon allez, ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement! Ah oui, ai-je bien fait de la bile? Ma foi, monsieur, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à Madame Florent d'y mettre le nez, puisqu'elle en tire profit. Ouais, prenez soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre lavement que je dois prendre tantôt. Cette Madame Florent-là et ce Monsieur Purgon s'amusent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait et je voudrais bien savoir quel mal vous avez pour vous donner tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante. Ce n'est pas à vous de contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. Ah! La voici qui vient d'elle-même. Approchez, Angélique. Vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous écouter. Monsieur! Merci. Je reviens tout de suite. Allez vite, monsieur, allez! Madame Florent vous a abonné aux toilettes. Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Eh Toinette, bien quoi, Toinette? ne devines-tu point de quoi je veux parler? Ah, je m'en doute assez. De notre jeune amant, car c'est sur lui, depuis 6 jours, que roulent tous nos entretiens, et vous n'êtes bien que si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, pourquoi n'es-tu donc pas la première à m'en entretenir, à m'épargner la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas tant, et vous avez des inquiétudes là-dessus qu'il est difficile de prévoir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je n'ai garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Et je ne dis pas cela. Voudrais-tu que je fusse insensible au
tendre déclaration de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi. Je les garde. Ne trouves-tu pas, Toinette, comme moi, quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre rencontre? Ah oui. Ne trouves-tu pas que cette action de prendre ma défense sans me connaître est tout à fait d'un honnête homme? Oui. Qu'on ne peut agir plus noblement. Ah Et oui. qu'il fit de cela de la meilleure grâce du monde. D'accord. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Il a l'air le meilleur du monde. Oui. Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble. D'accord. Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Cela est vrai. Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient et qui empêche de laisser libre cours à cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison. Mais Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Et ces choses-là, parfois, demandent à être vérifiées. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Mais Toinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage est le moyen le plus rapide de vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Ah! Voilà votre père qui revient. Oh, ça va jusque. Ah, ça, ma fille. J'ai à vous dire une nouvelle à laquelle peut-être vous ne vous attendez pas. On vous demande en mariage. Ah ben, qu'est-ce que cela, vous riez? Ah ben, cela est plaisant, oui, vraiment, ce mot de mariage. Ah, il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles, hein? Nature. À ce que je vois, ma fille, je n'ai pas besoin de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire mon père tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Ah, mais je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promis. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fasse religieuse, vous et votre petite sœur Louison. Et de tout temps, elle s'y est obstinée. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait pas consentir à ce mariage. Mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Je vous remercie, mon père, de toute vos bontés. En vérité, monsieur, voici l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Ah, voilà. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Ah oui, mon père. Et comment? L'as-tu vu? Bon, bah, puisque vous m'autorisez à vous ouvrir mon cœur, je vous dirai sans mentir que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Et que la demande qu'on vous a faite est un effet du vif sentiment d'amour que nous avons ressenti l'un pour l'autre dès cette première rencontre. Oh, bah, il ne m'a point dit cela, mais j'en suis fort content et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ouais, ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oui, mon père. de belle taille, Tout à fait. agréable de sa personne, Assurément. de bonne physionomie, Oh, très bonne. sage et bien né, Sans doute. fort honnête, Le plus honnête du monde. ah, qui parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père. Ah oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment, qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour lequel on t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh ben oui, c'est le neveu de Monsieur Purgon, le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diaphorus. Et ce fils s'appelle Thomas Diaphorus et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Madame Florent et moi. Et demain, mon futur gendre doit m'être amené ici par son père. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous voilà tout abasourdi. C'est que je reconnais que vous avez parlé d'une personne et que je croyais qu'il s'agissait d'une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Mais de quoi te mêles-tu, coquine, insolente que tu es? Mon Dieu, tout doux! Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans vous emporter? Là, parlons de sang-froid.
Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Bon, la raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin d'avoir dans ma famille les bons secours contre ma maladie, d'avoir les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'avoir des consultations et des ordonnances à peu de frais. Enfin, je veux dire, à moindre coût. Enfin, tu m'as compris, à portée de main. Voilà. Eh ben voilà dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade, impudente, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le gosier anémié. Ah mais oui monsieur, oui monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui monsieur, vous êtes fort malade. J'en demeure d'accord et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une bonne fille doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Enfin monsieur, voulez-vous qu'en ami je vous donne un conseil? Quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non. Ma fille. Votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. Mais j'en ai affaire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on le pense. Mais monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente. 80 000 euros sont quelque chose, hein? Sans compter le bien du père. Ma foi, monsieur, tout cela est bel et bon. Mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Eh, fille, ne dites pas cela. Mais comment que je ne dise pas cela? Non. Mais pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. Ouais, bon, on dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûr qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Ben, elle le fera, je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon. Et comment ça? Bon. Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai pas dans un couvent. Non. Non, ma fille. Mais, de quoi te Vous mêles-tu? n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des bras jetés autour du cou, un mon petit papa mignon prononcé tendrement sera assez pour vous toucher. Non, tout cela n'y fera rien. Oui. Ah, je veux qu'elle exécute absolument la parole que j'ai dit. Je n'en démordrai point, bagatelle. Il faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon, naturellement. Mais non, je suis pas bon. Et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade. Oh oui, c'est vrai. Oh. Je le veux absolument qu'elle fasse ce que j'ai dit. Et moi, quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Mais non, mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître? Eh ben, quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, voilà, une servante est en droit de le redresser. Attends. Viens. Il faut que je t'assomme. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Allons, que je t'appelle à parler. Je m'intéresse comme je dois à ne point vous laisser faire de folie. Carogne. Non! Je ne consentirai jamais à ce mariage. Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Coquine. Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Non mais Angélique, là, tu veux pas m'arrêter cette coquine-là? Mon père n'allait pas tomber malade. Ah, c'est vrai. Si tu ne me l'arrêtes pas, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Oui, bisous ma chérie. Oh, ma femme approchée. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit? M'amour. Mon ami?
On vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, Mamour. Doucement, mon mari. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Là, tout doux. Et elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade. C'est une impertinence. Bah oui, bah, vous savez, Mamour, ce qu'il en est. Moi, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui... Oui, mon cœur. Elle attend. Et cette coquine-là me fera mourir. Et là. Ah, regarde, elle est la cause de toute la bile que je fais. Ne vous fâchez point tant. Oui, et ça fait je ne sais combien de fois que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon ami. Il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts et l'on est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, appliquée et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là, Toinette, madame, pourquoi est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Hélas, je ne sais pas ce que vous voulez me dire et je ne songe qu'à plaire à monsieur en toutes choses. Oh, la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela et je trouve qu'elle a raison. Oh non mais Mamour, vous la croyez? Mais c'est une scélérate! Elle m'a dit sans insolence! Eh bien, je vous crois. Là, Ah oui. remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchez encore mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi des oreillers que je l'accommode dans son lit. Voilà, je ne sais comment. Oh, c'est bien votre bonnet sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Je vous remercie de toutes les bontés que vous prenez pour moi, mais alors là, je vois plus rien. Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Celui-là pour vous appuyer. Celui-ci de l'autre côté. Cet autre-là pour équilibrer. Là. Et le dernier pour soutenir votre tête. Et celui-là pour vous garder des courants d'air. Oh mais quoi, coquine? Tu vas m'étouffer? Et là, qu'est-ce que c'est donc? Oh maman, moi j'en peux plus. Mais pourquoi vous emportez-vous ainsi? Elle a cru faire bien. Mais non, mais vous ne connaissez pas la malice de la pandarde. Elle m'a mis hors de moi et il me faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements pour réparer tout ceci. Là, mon petit mari, apaisez-vous un peu. Oh m'amour, mais vous êtes toute ma consolation. Mon pauvre petit mari. Et pour remercier l'amour que vous me portez, je veux, comme je vous ai dit, faire mon testament. Mon Dieu! Ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais supporter cette pensée. Et le seul nom de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit pour cela de parler à votre notaire. Il est là-dedans que j'ai amené avec moi. Ah ben faites-le entrer. Oh! Mon ami, quand on est bien marié, on est gai en état de songer à tout cela. Approchez, monsieur Bonnefoy, approchez. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort en état, mais tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler d'un testament que je veux faire. Je ne suis pas capable de parler de ces choses-là. Tellement, monsieur, expliquez vos intentions et le projet que vous avez pour elle. Mais j'ai à vous dire là-dessus que vous ne pouvez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume
y résiste. Si vous étiez dans un pays de droit écrit, cela se pourrait faire, mais à Paris, ou dans les pays coutumiers, du moins dans la plupart, cela ne se peut pas, et la disposition serait nulle. Le seul avantage qu'un homme et une femme, conjoints par mariage, peuvent se faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait pas d'enfant, soit des deux conjoints ou de l'un d'eux, lors du décès du premier mourant. Oh ben oui, mais voilà une coutume bien impertinente qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend tant de soin de lui. J'ai envie d'aller voir mon avocat pour voir ce que je pourrais faire. Ce n'est point auprès des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand crime que de contourner la loi. Ils font des difficultés et ignorent les moyens de frauder tout en gardant bonne conscience. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes. Qui ont des solutions pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver les moyens d'éviter la coutume. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses, autrement, nous ne ferions rien et je ne parierais pas un sou sur notre métier. Oh, ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner tout mon bien et en priver mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez discrètement choisir un ami intime de votre femme, à qui vous donnerez en bonne et due forme, par votre testament, tout ce que vous pouvez. Et cet ami, ensuite, lui rendra tout. Vous pouvez aussi contracter un grand nombre d'obligations auprès de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et lui remettront une déclaration certifiant qu'ils n'ont agi que pour lui faire plaisir. Vous pouvez encore, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pourriez avoir payables au porteur. Mon Dieu! Il ne faut point vous tourmenter avec tout cela. Si vous veniez à mourir, mon ami, je ne veux pas rester au monde. Maman! Oui! Si j'avais le malheur de vous perdre, Ma chère femme! la vie ne me serait de rien. Mon petit cœur! Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Oh, mais vous me fondez le cœur! Mais consolez-la, je vous prie! Oh, ces larmes sont hors de propos. Les choses n'en sont point encore là. Oh, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Oh, mais tout le regret que j'aurai, m'amour, si je meurs, c'est de ne pas avoir un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourrait venir encore. Oui, il faut faire mon testament, m'amour, de la façon que monsieur dit. Mais je veux, par précaution, vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve. Et 2 billets payables au porteur qui me sont dus, l'un par monsieur Géronte et l'autre par monsieur Damon. Non, non, je ne veux point de tout cela. Oh, combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs en or, m'amour. 300 000 euros, hein. Oh, ne me parlez point d'argent, je vous prie. De combien sont les billets? Ils sont, m'amour, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. 60 000 et 90 000 euros. Tous les biens du monde ne me sont rien, mon ami, comparé à vous. Oh.
Vous voulez-vous que nous procédions au testament? Ah oui. Mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. Mamou. Ah oui. Oh, conduisez-moi, Mamou. Oh. Conduisez-moi. Hélas, mon pauvre petit Mamou. Toinette! Et voilà avec un notaire. Et j'ai entendu parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort point. Elle pousse sans doute votre père vers quelque conspiration contre vos intérêts. Mais qu'il dispose de son bien à sa fantaisie pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les projets violents qu'on a pour lui. Ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner. J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau faire de moi sa confidente et vouloir me rallier à ses intérêts, je n'ai jamais eu d'affection pour elle et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire. Je ferai tout pour vous servir, mais pour vous servir avec plus d'effet, je veux agir différemment, dissimuler le zèle que j'ai pour vous et feindre de soutenir les projets de votre père et de votre belle-mère. Tâche, je t'en conjure d'informer Cléante du mariage qui se prépare. Ne vous mettez pas en peine. Je vais envoyer une personne le prévenir. Toinette! Voilà qu'on m'appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus beau, le plus long voyage. Oh, oh, oh oui, si tu le veux. Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi oh, oh, l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que le corps serait de la poussière. Oh, oh, à toi, tu es mon soleil et mon envie. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi t'aimer, faire avec toi le plus beau, le plus long voyage. Oh, oh, oh oui, si tu le veux, laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi t'aimer. Que demandez-vous? Ce que je demande, C'est vous? Mais quelle surprise! Mais que venez-vous faire ici? connaître ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et lui demander ses résolutions sur ce mariage forcé dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc à Angélique, il faut des mystères. Et l'on vous a parlé de la garde étroite où elle est retenue, qu'on ne la laisse ni sortir ni parler à personne. Et que ce ne fut que par l'intervention d'une vieille tante qu'il nous fut accordé la liberté d'aller à cette comédie qui donna lieu à la naissance de votre passion. Et nous nous sommes bien gardés de parler de cette aventure. J'ai fini.
Aussi, je ne viens pas ici comme Cléante et sous l'apparence de son amant, mais comme ami de son maître de musique dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Voilà. Voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre, 12 allées et 12 venues. Oh, mais j'ai oublié de lui demander si c'était en long ou en large. Monsieur! Parle bas, Panda! Tu viens m'ébranler tout le cerveau! Tu ne songes pas qu'on ne parle pas si haut à des malades? Je voulais vous dire que... Parle bas, te dis-je. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Il y a un homme qui veut vous parler. Ben, faites-le venir. Monsieur! Oh! Ne parlez pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout. Et de voir que vous vous portez mieux. Comment il se porte mal? Monsieur se porte toujours mal. Cela est faux. J'ai ouï dire que monsieur allait mieux et je lui trouve un bon visage, Je moi. voulais vous dire, avec votre bon visage, monsieur l'a fort mauvais. Et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il allait mieux. Il ne s'est jamais si mal porté. Raison. Il marche, dort, mange et boit comme tous les autres. Mais cela n'empêche pas qu'il est malade. Il ne rêve plus. Il ne fume plus. Ne lit même plus d'histoire. Il est sale sans nous. Il est laid sans nous. Il est comme un orphelin dans un dortoir. Il pisse toutes les nuits. Et toutes les soupes, pour lui, ont le même goût. Il n'a plus de vie. Et même son lit se transforme en relais de poste quand il s'en va. Il est malade, complètement malade, comme quand sa mère sortait le soir et qu'elle le laissait seul avec son désespoir. Il est malade, parfaitement malade. On l'a privé de tous ses chants, on l'a vidé par tous les bouts, et pourtant il était bien portant. Avant le saut, ses médecins le tuent. Si ça continue, il crèvera tout seul, sans nous près de son cochon, comme un polisson, écoutant leur triste voix qui lui chanteront. Il est malade, complètement malade, comme quand sa mère sortait le soir et qu'elle le laissait seul avec son désespoir. Il est malade, c'est ça, il est malade. On l'a privé de ses enfants, on l'a vidé par tous les bouts, et il a le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, il est malade. Cela est vrai! Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter... Pardon. Ah pardon, oui. Merci. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours et en tant qu'ami fidèle, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons de peur qu'en les interrompant, elle ne vint à oublier ce qu'elle sait déjà. Ah bah fort bien, faites venir Angélique. Mais je crois, monsieur, qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, laissez ça ici, faites-le venir.
Mais il ne pourra pas lui donner sa leçon, s'une leçon en particulier. Ah non, mais s'il fait. Mais monsieur cela ne fera que vous étourdir et il ne faut rien pour vous émouvoir en l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Non, mais point. Mais non, moi, j'aime la musique. Et je serais bien aise. Ah bah, tiens, la voilà, justement. Allez-vous-en, vous, voir si ma femme est habillée. Ah, Angélique, ma fille, votre maître de musique est allé au champ et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous donner la leçon. Bah quoi, d'où vient cette surprise? Mais qui vous aimait de la sorte? Oh là. C'est mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici. J'ai rêvé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne faite, tout comme monsieur, s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir en arrivant ici ce que j'ai eu en rêve toute la nuit. Bon, madame, il n'est pas malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en rêvant. Et mon bonheur serait grand sans doute si vous me jugiez digne de vous tirer de quelque peine où vous étiez. Il n'y a rien que je ne saurais faire. Et ma foi, monsieur, je suis de votre côté maintenant et je retire tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diafoirus, le père, et monsieur Diafoirus, le fils, qui viennent vous rendre visite. Oh, quel beau gendre vous aurez! Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi. Et votre fille va être charmée par lui. Ah non, ne partez point, monsieur. Non, c'est que je marie ma fille aujourd'hui et voilà qu'on lui amène son futur mari qu'elle n'a point encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, que de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien! Faites-le savoir à son maître de musique afin qu'il vienne à la noce. Je n'y manquerai pas. Je vous invite aussi. Vous m'honorez beaucoup, monsieur. Allons, qu'on se range. Les voici. Oui, monsieur Purgon, monsieur mon médecin m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, non pour leur porter de la commodité. Nous venons ici, mon fils Thomas et moi, vous témoigner, monsieur, le ravissement, nous sommes de la grâce que vous nous faites, de bien vouloir nous recevoir dans l'honneur, monsieur, de votre alliance. Et vous témoignez, monsieur, et vous assurer que dans les choses qui dépendront de notre métier, de même pour tout autre, nous serons toujours prêts, monsieur, à vous témoigner notre zèle. Allons, Thomas, avancez, faites votre discours. N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer? Optimé. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel, j'ose dire, je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez accepté. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez choisi par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps. Mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des facultés corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Vive les colères!
collège d'où l'on sort si habile homme. Cela a-t-il bien été, mon père? Un petit mais. Allons, saluez monsieur. Baiserez? Ah ben oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre... Non. Ce n'est pas ma femme à qui vous parlez, hein, c'est ma fille. Oui. Où est-elle donc? Bah, elle va venir, mais en général... Attendrait-ce qu'elle soit venue, mon père? Ah, faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle. Mais non, c'est pas elle. C'est moi. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait d'être éclairée des rayons du soleil. Tout de même, me sens animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur dorénavant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que je déploie à l'autel de vos armes l'offrande de ce cœur, qui n'ambitionne autre gloire que d'être pour toute sa vie votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Voilà ce que c'est que d'étudier, hein. On apprend à dire de belles choses. Hein? Que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille, et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Oui, assurément. Ce sera quelque chose de formidable, hein, s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours. Ben vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils et je vous trouve bien heureux d'avoir un garçon comme ça là. Hein. Oh, monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis vous dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Bon, il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit que l'on remarque chez quelques-uns. Mais c'est par là que j'ai toujours perçu son bon sens, qualité requise pour l'exercice de notre art. Oh! Quand il était petit, il n'a jamais eu l'esprit très vif ni éveillé. On le voyait toujours doux, paisible et taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. Oh, on eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire. Et à 9 ans, il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave plus difficilement sur le marbre que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'esprit, me disais-je, est la marque d'un bon jugement à venir. Bon, quand je le voyais au collège, oh, il étudia avec peine. Mais il se raidissait contre les difficultés. Et ses professeurs se louaient toujours à moi de son assiduité, de son travail.
Enfin, à force de battre le fer, il a réussi glorieusement à avoir ses licences. Et je puis dire que depuis 2 ans qu'il est à la faculté, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit dans tous les débats de notre école. Il s'y est rendu redoutable. Il ne s'y passe pas de discussion où il n'aille argumenter à outrance la proposition contraire. Il est ferme dans le débat, fort comme un turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et pousse un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. En place. Zitz. Mais ce qui me plaît en lui, sur toute chose, c'est qu'il s'attache aveuglément à toutes les opinions des anciens. Ah oui, et que jamais il n'a voulu entendre ni écouter les raisons et expériences des prétendues découvertes de notre siècle sur la circulation du sang et autres opinions du même genre. J'ai, contre ces charlatans, ces défenseurs de la circulation du sang, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. C'est pour moi une décoration inutile, monsieur, et je ne connais rien à ces choses-là. Et donnez. Elle sera toujours bonne à prendre pour l'image. Hein. Cela servira à décorer notre chambre. Avec la permission de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir une dissection d'une femme sur quoi je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la procréation, il est, selon les règles de nos docteurs, tel qu'on le peut souhaiter. Ah, il possède en un degré louable une semence prolifique. Et je puis vous dire qu'il est constitué de telle sorte pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. Mais n'est-ce pas votre intention, monsieur, de le présenter à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? Oh, à vous parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au peuple. Le peuple est commode. Vous n'avez à répondre de vos actions à personne. Et pourvu qu'on suive le courant des règles de l'art, on ne s'inquiète pas de tout ce qui peut arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils tombent malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Cela est plaisant et ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, vous les guérissiez. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela, non? Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux à guérir s'ils peuvent. Cela est vrai. On n'est obligé qu'à traiter les gens selon les règles de la médecine. Ah mais, monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Il m'est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une petite scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie. Ne vous défendez point, s'il vous plaît, laissez-moi vous faire comprendre ce que c'est que le sujet de la scène. Je n'ai pas une voix à chanter, mais ici, on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve.
de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est en fait ici un petit opéra impromptu. Vous n'allez entendre que de la prose cadencée ou des manières de vers libres, comme peuvent le faire deux personnes qui discutent comme ça, sans réfléchir, avec passion. Ah ben, fort bien, écoutons. Voici le récit de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que commencer, lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit une brute qui maltraitait une bergère, avec des paroles insolentes. D'abord, il prend la défense d'un sexe féminin à qui tous les hommes doivent hommage, et après avoir châtié la brute pour son insolence, il vient vers la bergère et voit une jeune personne qui, des deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versait des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. Hélas, dit-il en lui-même, est-on capable d'outrager une personne si aimable? Et quel barbare ne serait point touché par de telles larmes? Et ouais, il prend soin de les arrêter, ces larmes qu'il trouve si belles. Et la bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service, mais d'une manière si tendre, si charmante et si passionnée que le berger n'y peut résister. Et chaque mot, chaque regard est un trait plein de flammes dont son cœur se sent pénétrer. Mais, dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre et que la cérémonie va être célébrée. Jugez quel choc c'est pour le cœur de ce triste berger. Ah oui. Il ne peut supporter l'effroyable idée de voir celle qu'il aime entre les bras d'un autre. Et son amour, au désespoir, lui fait trouver le moyen de s'introduire chez la bergère pour y connaître ses sentiments. Il rencontre les préparatifs de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival, il le voit triomphant, ce rival ridicule auprès de l'aimable bergère. Et cette vue le remplit d'une colère dont il appelle à se rendre le maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il aime, et la présence de son père l'empêche de lui rien dire que des yeux. Mais enfin, il brave les interdits, et les élans de son amour l'obligent à lui parler ainsi. J'ai encore c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle est vraiment très belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort. Je dormais dans son corps. Ouais, bravo. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, hey! Si je savais où la trouver, donnez-moi, ouais, l'espoir, mettez-moi un soir, une nuit, juste elle et moi, et demain, elle s'en ira. 1, 2, 3, 4. J'ai encore rêvé d'elle. Elle n'a rien fait pour ça. Elle est vraiment très belle. Elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller, je savais où la trouver. Donnez-moi un espoir, je suis à toi. Je t'aime. Une nuit,
juste toi et moi. Et un matin, hey, enfin je vais me réveiller. Je t'attendais, regarde-moi. Si je vais la retrouver, mais moi, l'espoir, je suis à toi. Une vie, juste toi et moi. Et demain, tu seras là. Drôlement bien. Drôlement. Je savais pas que ma fille fût si habile pour chanter ainsi, à livre ouvert sans hésiter. Et que dit le père de tout cela? Il ne dit rien. Ah, oh bah, allez, voilà un sot de père que ce père-là, de souffrir ces sottises-là sans rien dire. Si je pouvais me réveiller Non, là, on voit là assez. Non, ouais. Non, voilà assez, cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Bah, le berger est un impertinent, et la bergère une insolente de parler de la sorte devant son père. Hé, montrez-moi ce papier. Ah, je sais. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Ah mais fort bien. Mais je suis votre serviteur, monsieur. Mais jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent opéra. J'ai cru vous divertir. Ces sottises-là, ne divertissent point. Ma femme. Tiens, voilà le fils de monsieur Diafoirus. Waouh. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage... Monsieur, je suis ravie d'être venu ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage... puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez troublé le milieu de mon discours et cela a encore troublé ma mémoire. Allons, Thomas, réservez ceci pour une autre fois. Allez. Je voudrais, mamie, que vous ayez été ici tantôt. Madame, vous avez bien raté de ne pas l'avoir entendu parler du second père, de la statue de même nom et de la fleur nommée Héliotrope. Allons, ma fille, prenez la main de monsieur et donnez-lui votre foi comme à votre mari. Mon père! Quoi, mon père? Qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un pour l'autre cette inclination si nécessaire pour composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi et ce n'est pas besoin d'attendre davantage. Mais si vous êtes prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je dois vous avouer que votre mérite n'a pas fait assez d'impression sur mon âme. Mais cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Mais mon père, mais donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Nego conséquentiam, mademoiselle. Je peux être un honnête homme et bien vouloir vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que la coutume était d'enlever de force de la maison des pères les filles qu'on menait mariées, afin qu'il semble que ce ne fut pas de leur propre volonté qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Mais les anciens, monsieur, sont les anciens. Et nous sommes les gens de maintenant. Les hypocrisies ne sont point nécessaires dans notre siècle. Et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller, sans qu'on nous y traîne. Prenez patience, monsieur. Si vous m'aimez, vous devez vouloir tout ce que je veux. Jusqu'aux intérêts de mon amour, exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est de
distinguo, mademoiselle. Dans ceux qui ne regardent point sa possession concedo, dans ceux qui la regardent négo. Vous aurez beau raisonner, monsieur est récemment sorti du collège. Et il vous donnera toujours tort. Pourquoi tant résister et refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Elle a peut-être quelque autre amour en tête. Si j'en avais, madame, il serait tel que la raison et l'honnêteté pourraient me le permettre. Ouais, ben moi je joue ici un plaisant personnage. Si j'étais vous, mon mari, je ne la forcerais point à se marier et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi, mais peut-être que vos sentiments ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame. Et la raison et les lois ne les tendent point à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées sont pour le mariage, mais que vous voulez choisir un époux à votre goût. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le supplierai au moins de ne point forcer en épouser un autre. Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Hein. Chacun a son but en se mariant. Pour moi qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement, et qui prétend faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que je le cherche avec prudence. Il y en a certaines qui ne se marient que pour se tirer de la contrainte de leurs parents, que pour se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des héritages, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et pour sans scrupule, de mari en mari pour s'approprier leur dépouille. Ces personnes-là, à la vérité, ne font point tant de façons, et regardent peu la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante, et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame? Mais que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence, mais je vous avoue que vous n'aurez pas ce plaisir. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Ah non, madame? Non, vous avez beau dire. Et vous avez un orgueil ridicule et une impertinente prétention qui fait hausser les épaules à tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage malgré vous. Et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous prévoyez, je vais me retirer de votre vue. Bisous, mon papou. Bisous, ma chérie. Moi. Il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien à mon avis. Oh, mon petit mari, je suis fâchée de vous quitter. J'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Oh, allez, m'amour. Et pensez à passer chez votre notaire afin qu'il expédie ce que vous savez. À bientôt, mon petit mari. Ah, adieu, m'amour. Oh, voilà une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable. Monsieur, nous allons prendre congé de vous. Ah non, mais je vous prie de me dire, monsieur, comment je suis. Ah! Alors, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez donner un bon jugement de son pouls. Quid dicis? Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bien, Qu'il est duruscule pour ne pas dire dur. fort bien. Repoussant, Bene, et voire même un petit peu caprisant. optimé. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique. Autrement dit, la rate. Ben non, monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Qui dit parenchyme dit l'un et l'autre. À cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble par le moyen du vase brève et du pylore, et souvent des mea colidoques. Ils vous ordonnent sûrement de manger beaucoup de rôti. Non, rien que du bouilli. Rôti bouilli, même chose. Ils vous ordonnent fort prudemment et vous ne pouvez être en de meilleures mains. Allons, Thomas. Mais monsieur, combien faut-il mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10 par les nombreux pairs.
Comme les médicaments par les nombreux appels. Ah ben, jusqu'au revoir, monsieur. Je viens, mon petit mari, avant de sortir, vous avertir d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle qui s'est sauvé dès qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille? Oui, votre petite fille Louison était avec eux, qui pourra vous en dire des nouvelles. Ben, envoyez-la ici, Mamour, envoyez-la ici. Ah, l'effronté d'Angélique. Je ne m'étonne plus de sa résistance. Hein. Oh là, moi j'ai la rate qui se dilate, moi. Ah, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre. J'ai le gosier à l'émier, l'estomac. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Belle-maman m'a dit que vous me demandez. Oui, bah là, tournez-vous, là. Non, mais levez les yeux. Regardez, là. Quoi, mon papa? Oui, hein? Quoi, mon papa? N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Podane ou la fable du corbeau et du renard qu'on m'a apprise depuis peu. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Ce n'est pas là ce que je demande. Et quoi? Ah, petite rusée, vous savez bien ce que je veux dire, hein? Pardonnez-moi, mon papa. Oui, est-ce comme ça que vous m'obéissez? Mais quoi? Hein, ne vous ai-je pas recommandé de venir me dire tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. Ouais, et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non? Non, mon papa. Assurément? Assurément. Ça, je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi. Petite menteuse, vous ne me dites pas que vous avez vu un homme qui était dans la chambre de votre sœur. Oh, pardonnez-moi, mon papa. Je vais vous apprendre à mentir. Non, mon papa, c'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais tout vous dire. Non, mais je vais d'abord vous punir pour avoir menti, et puis après nous verrons pour le reste. Oh, non, mon pauvre petit papa, ne me punissez pas. Allons. Oh, non, dis mon pauvre petit papa que je ne sois pas battue. Moi, si fait. Mon papa, vous m'avez blessée. Ah bon? Oh, attendez. Je suis morte. Ah bah, Louison. Mon petit cochon. Hein? Ah bah alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh, ma pauvre petite Louison, ma pauvre fille. Ma pauvre fille est morte. Papa, ne pleurez point tant, je ne suis pas morte tout à fait. Alors, je te pardonne, pourvu que tu me racontes bien tout. Oui, mon papa. Prenez bien garde, hein, car voilà un petit doigt qui sait tout et qui me dira si vous mentez. Mais mon papa, ne dites pas à ma sœur que je vous l'ai dit. Non. C'est mon papa qui est devenu un homme dans la chambre de ma sœur pendant que j'y étais. Eh bien. Je lui ai demandé ce qu'il voulait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Ah, voilà l'affaire, hein, eh bien. Ma sœur est venue après. Eh bien. Elle lui a dit oh mon Dieu, sortez, sortez, vous me mettez ce désespoir, sortez. Oh, eh bien. Et lui ne voulait pas sortir. Mais qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait je ne sais combien de choses. Oui, mais et puis quoi encore? Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il l'aimait bien et qu'elle était la plus belle du monde. Et puis après? Et puis après, il se mettait à genoux devant elle. Et puis après? Et puis après, il lui baisait les mains. Oui, et puis après? Et puis après, belle-maman est venue à la porte et... il s'est enfui. Oh. Bah, n'y a-t-il pas autre chose? Non, mon papa. Voilà qui est bien triste. Bon. Oh, attendez. Allô? Oui? Mon papa. Non. Oui. Ah, si, voilà un petit doigt qui me murmure quelque chose. Ah non, mon papa ne le Ah oui? Non. Non, mon papa. Ah bah voilà mon petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez pas dit. Mon papa, votre petit doigt est un menteur. Ah, prenez garde, hein? Non, mon papa, ne l'écoutez pas, il ment, je vous assure. Bon. Allons, passe pour cette fois. Hein. Mais prenez bien garde à tout. Oui, mon papa. Allons. Oh, il n'y a plus d'enfants. Ah, que d'affaires. Je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma maladie. Eh bien, mon frère, qu'est-ce?
Oh, bon, fort mal, ma sœur. Fort mal comment? Je suis dans une faiblesse si grande, cela n'est pas croyable. Mais... Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venue ici vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Ah non. C'est une effrontée. Et c'est Angélique que je l'enverrai dans un couvent avant qu'il soit 2 jours. Fort bien. Je suis bien aise de voir que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Ah non, ça c'est comme ça. Mais... Au ça, nous parlerons d'affaires plus tard. Je vous amène ici un divertissement que j'ai rencontré, qui dissipera votre chagrin et apaisera votre chagrin. Ce sont des comédiens qui font des danses mêlées de chansons, où je suis sûre que vous prendrez plaisir. Cela vaudra bien une ordonnance de Monsieur Purgon. Allons! Cela ne veut-il pas bien un bon laxatif? Oui, un laxatif, quand il est bon, fait toujours du bien. Oh ça! Voulez-vous bien que nous parlions un peu ensemble? Un peu de patience, ma soeur, je vais revenir. Eh, tenez, monsieur, vous oubliez que vous ne sauriez marcher sans votre béquille. Oh, mais tu as raison. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. Je ferai tout mon possible pour qu'elle obtienne ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis en tête. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vouloir introduire ici un médecin de notre choix pour le dégoûter de son monsieur Purgon et critiquer ses méthodes. Mais comme nous n'avons personne sous la main pour cela, j'ai décidé de jouer un tour à ma façon. Comment? C'est une imagination burlesque. Laissez-moi faire. Agissez de votre côté. Ah! Voici notre homme. Oh, mais ça va mieux parce que. Mon frère, je vous demande, avant toute chose, de ne pas vous échauffer dans notre conversation. Bah voilà qui est fait. De répondre sans nulle colère aux choses que je vais vous dire. Oui. Et de
raisonner ensemble avec un esprit détaché de toute passion. Mais mon Dieu, oui, mais voilà bien du préambule. D'où vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez, et n'ayant d'enfant qu'une fille, car je ne compte pas la petite Louison. D'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? Mais d'où vient, ma sœur, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble? Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous débarrasser de vos 2 filles. Et je ne doute pas que, par un esprit charitable, elle serait ravie de les voir toutes 2 bonnes religieuses. Ah, ça nous y voilà, voilà ma pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non, non, mon frère, laissons-la là. C'est une femme qui a les meilleures intentions pour votre famille, qui est détachée de toutes sortes d'intérêts, qui a pour vous une tendresse merveilleuse, et qui montre pour vos enfants une affection, une bonté qui n'est pas concevable. Cela est certain, n'en parlons point, et revenons à votre fille. Ah non, non, pas les chaussures, pas les chaussures. Oh. Pour quelle raison, mon frère? Voulez-vous la donner en mariage au fils d'un médecin? Bah, pour la raison, ma sœur, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Mais ce n'est pas là, mon frère, le choix de votre fille. Et il se présente un meilleur parti pour elle. Oui, mais celui-ci, ma sœur, est meilleur pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être mon frère? Pour elle ou pour vous? Bah, il doit être ma sœur et pour elle, et pour moi, et je suis bien aise de mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Pour cette raison-là, si votre petite était grande, vous la donneriez à un apothicaire. Bah, et pourquoi non? Oh! Oh! Est-il possible que vous soyez toujours épris de vos médecins et de vos apothicaires? Et que vous vouliez toujours être malade, en dépit des gens et de la nature? Mais comment entendez-vous, ma sœur? J'entends que je ne vois pas d'homme moins malade que vous. La preuve que vous avez un corps parfaitement constitué, c'est qu'après tous les soins que vous avez pris, vous n'avez encore réussi à gâter votre bonne santé. Et vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Mais savez-vous bien, ma sœur, que c'est justement cela qui me conserve? Et que M. Purgon a dit que je succomberais en moins de 3 jours si je ne prenais pas soin de moi. Si vous n'y prenez garde, il prendra tant soin de vous qu'il vous enverra dans l'autre monde. Oh là là là. Oh, ça là. Voilà. Mais attendez, un petit peu. Raisonnons un peu, ma sœur. Oh. Non, 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 pas les pieds, pas les pieds. Oh. Vous ne croyez donc point en la médecine de M. Purgon? Non, mon frère. Et je ne crois pas que pour rester en vie, il soit nécessaire d'y croire. Mais mon médecin ne sait donc rien selon vous. Ah, si fait, mon frère. Il sait parler en beau latin, sait nommer en grec toutes les maladies, les nommer, les définir, les classer. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'il ne sait rien du tout. Bah, toujours faut-il demeurer d'accord que sur cette matière, il en sait plus que les autres. Il sait, mon frère, ce que je vous ai dit, et qu'il ne guérit de rien du tout. Et l'excellence de son art consiste en un pompeux verbiage, un bavardage mensonger, fait de belles paroles et de promesses, sans effet. Ma sœur, tout le monde a recours à lui. Oh, mais c'est une marque de la faiblesse humaine, et non de la vérité de son art. Votre monsieur Purgon est un homme qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques. Et il donne à tort et à travers des purgations, des saignées, sans peser le pour et le contre. C'est de la meilleure bonne foi qu'il vous expédiera dans l'autre monde. Et il ne fera, en vous tuant, que ce qu'il a fait à sa femme, à ses enfants, et ce qu'en cas de besoin, il ferait à lui-même. Bon, c'est que ma sœur, vous avez une dent contre lui, mais venons-en au fait. Que faire donc quand on est malade? Rien, mon frère. Rien. Rien. Il ne faut que demeurer en repos. C'est votre inquiétude, votre impatience qui gâte tout. Vous en viendrez à mourir de vos remèdes, et non pas de vos maladies. Ah, ça, ma sœur, vous êtes un grand médecin. Et je voudrais bien qu'il y eût ici M. Purgon pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet. Mon frère, chacun peut croire tout ce qui lui plaît à ses risques et périls. Tout ce que j'en dis n'est qu'entre nous, et j'aurais voulu souhaiter vous tirer un peu de l'erreur où vous êtes. Mais, pour changer de discours, je dirais que, face au refus de votre fille, vous ne devez pas prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent. Que
pour le choix d'un gendre, vous ne devez pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte. Et que sur ce point, on doit un peu s'accommoder au désir d'une fille, puisque c'est pour toute la vie. Et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Avec votre permission, ma sœur... Quoi? Comment, que voulez-vous dire? Je veux prendre ce petit lavement-là. Hein? Vous vous moquez? Est-ce que vous ne sauriez vivre un moment sans lavement, ni sans médecine? Demeurez là un instant et disposez-vous de ça. Alors, Madame Florent, à ce soir ou alors à demain, au matin? Mais de quoi vous mêlez-vous de vous opposer ainsi aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisante d'avoir cette hardiesse-là. Allons, madame. On voit bien que vous n'êtes pas accoutumée à parler à des visages, mais bien plus à des... On ne doit pas ainsi se jouer de la médecine et me faire perdre mon temps. Je suis venue ici pour une bonne raison et je vais le dire à monsieur Purgon. Oui, je vais lui dire comme on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Oui, je vais lui dire, vous verrez. Mais verrez, monsieur Purgon. Madame Florent. Monsieur Purgon. Madame Florent, Madame Florent. Madame Florent. Oh, ma soeur, vous serez cause ici de quelques malheurs. Oh, le grand malheur de ne pas prendre le lavement que monsieur Purgon a ordonné. Oh. Encore une fois, mon frère, est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez toute votre vie être ensevelie sous leurs remèdes? Oh, ma soeur, mais vous en parlez comme une femme qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est facile de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Ah bah vous me feriez enrager. Je voudrais que vous liez mon mal pour voir si vous jaseriez tant. Moi j'ai la rate qui se dilate, je le fouette, pas droit, je le vois. Monsieur Purgon! Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a refusé de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à préparer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventé et formé dans les règles de l'art. Il a tort. Et qui devait faire dans ses entrailles un effet merveilleux. Ma sœur. Le renvoyer avec mépris. Mais c'est elle. C'est une action qui dépasse l'entendement. Cela est vrai. Un attentat énorme Elle est... contre la médecine. Elle est cause. Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. Non mais c'est ma sœur. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Et que pour en finir avec toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Oh mais non mais c'est ma sœur qui a fait tout le mal. Méprisez mon clistère. Alors faites-le venir, je vais le prendre. J'allais vous tirer d'affaire en peu de temps. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Mais c'est de sa faute. Et je ne prévoyais plus qu'une douzaine de médecines pour vider vos intestins. Il est indigne de Mais mon puisque soin. vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Mais elle est cause. puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Cela crie vengeance. puisque vous vous êtes... Il s'est soustrait. Oui, soustrait à l'obéissance que l'on doit à son médecin. Je vais vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile.
et à la féculence de vos humeurs. C'est fort bien fait. Je veux qu'en moins de 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Que vous tombiez dans la bradypepsie. Monsieur Purgon. De la bradypepsie dans la dyspepsie. Monsieur Purgon. De la dyspepsie dans la pepsie. Monsieur Purgon. De la pepsie dans la liantrée. Monsieur Purgon. De la liantrée dans la dysenterie. Monsieur Purgon. Et de la dysenterie dans l'hydropisie. Monsieur Purgon. Et de l'hydropisie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Ah! Mon Dieu! Je suis mort! Quoi? Qui a Ma dit? sœur, vous m'avez perdu! Oh. Frère, vous êtes fou! Je sens déjà que la médecine se venge! Je ne voudrais pas qu'on vous voie faire ce que vous faites. Revenez à vous-même. Et ne les laissez-vous pas emporter par votre imagination. Mais vous avez vu toutes les maladies dont il m'a menacé! Le simple homme que vous êtes. Il dit que je deviendrai incurable en moins de 4 jours! C'est un gourou qui a parlé. À vous entendre, on croirait que Monsieur Purgon tient dans ses mains le fil de vos jours. Songez que les pouvoirs de votre vie sont en vous-même. Et que le gourou de Monsieur Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Voilà une occasion de vous défaire de lui. Mais non, mais il connaît toute ma personne et la manière dont il faut me soigner! Ah mais si vous êtes né sans pouvoir vous passer de médecin, vous pouvez vous en procurer un autre, hein, avec lequel vous pourrez courir un peu moins de risques. Oui, non, même j'ai sur le cœur là toutes ces maladies là que je ne connais pas. Là. Monsieur, Hein? voilà un médecin qui demande à vous voir. Quel médecin? Un médecin de la médecine. Non, mais je te demande qui il est! Je ne le connais pas, mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que ce seraient quelques petits frères qu'elle m'aurait fait après la mort de mon père. Fais-le venir! Oui, oui. Oh, vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Bah, j'ai bien peur, ma soeur, que vous ne soyez cause ici encore de quelques malheurs. Oh, vous en revenez toujours là. Bah oui, mais voyez-vous, là, je suis tellement abattu. Avec Clara qui se dit là, j'ai le ventre, j'ai le gosier, anémié, l'estomac. Monsieur! Acceptez que je vienne vous rendre visite pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Eh ben, monsieur, je vous suis fort obligé, et par ma foi, on dirait Toinette elle-même. Ah, monsieur, je vous demande de m'excuser de tout mon cœur. J'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout de suite. Mais ne dirait-on pas que c'était effectivement Toinette? Oui, il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais on a vu souvent ces sortes de choses. Oui, bah, mais moi j'en suis surpris, hein. Parce que vraiment... Ah, que demandez-vous, monsieur? Bah comment? Bah, m'avez-vous pas appelé? Moi, mais non! Bah, il faut donc que les oreilles m'aient sifflé. Mais non, attends. Reste un peu ici pour voir comment ce médecin te ressent. Ah oui, vraiment, j'ai affaire là-bas et je l'ai assez vu. Alors là, moi, si je les voyais tous les deux, je jurerais qu'ils ne sont qu'un. J'ai lu des choses tout à fait surprenantes sur ces sortes de ressemblances. Ah oui. Et là, on en a vu parfois où tout le monde s'est trompé. Ah oui, mais alors moi j'aurais été trompé à celle-là. Hein. Et si je ne les avais vus tous les deux, j'aurais juré que c'était la même personne. Ah oui. Ah oui, parce que quand tu les vois comme ça, et puis alors, les mêmes, vraiment... Monsieur! Oui. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la liberté que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Oh, cela est admirable. Mais monsieur, je suis votre serviteur. Hein. Et je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Je dirais que vous devez avoir tout au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez, en effet, des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux.
Ah oui, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Hein. Je suis un médecin de passage. Et qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher des malades dignes de m'occuper, capables d'expérimenter les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des congestions cérébrales, de bonnes fièvres boutonneuses et de bonnes pestes, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous soyez abandonné par tous les médecins désespérés à l'agonie pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Oh, bah monsieur, je vous suis obligé de toutes les bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ce pouls-là fait l'impertinent. Qui est votre médecin? C'est monsieur Purgon. Je vois bien que vous ne le connaissez pas encore. Monsieur Purgon! Je ne connais point cet homme. De quoi dit-il que vous êtes malade? Bah, il dit que c'est du foie, mais alors d'autres disent que c'est de la rate, alors... Ce sont tous des ignorants. C'est des poumons que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Moi, je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Oh, mais il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Oh, mais j'ai parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur, voyez-vous. Le poumon. Et j'ai parfois des maux de ventre, mais alors comme si c'était des coliques, là. Le poumon. Vous avez appétit? Est-ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez boire un petit peu de vin? Bah oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Bah oui, monsieur. Mais le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Bah il m'ordonne du potage. Ignorant. Ah bon? De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et puis alors de prendre des petits pruneaux le soir pour digérer. Ignorant. Et alors surtout de boire mon vin coupé avec de l'eau. Ignorant tous, ignorant tard. Ignorant tout, mais il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop faible, il faut manger de bons gros porcs, de bons gros bœufs et de bons fromages de Hollande. Des céréales et du riz et des marrons et des gâteaux pour coller, agglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de temps en temps et je viendrai vous voir tandis que je serai dans cette ville. Oh, je vous suis obligé, monsieur. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Vous avez là un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais vous. Mais pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à lui toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Bah oui, mais moi j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Mais me crever un œil? Oui, ne voyez-vous pas qu'il dérobe à lui toute la nourriture et qu'il empêche aussi l'autre côté de profiter? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous n'en verrez que plus clair de l'œil gauche. Oui, non, mais cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt. Mais il faut que j'aille faire une grande consultation pour un homme qui est mort hier. Pour un homme qui est mort hier? Oui, pour savoir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Voilà un médecin qui paraît fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite, hein. Tous les grands médecins sont comme cela. Ouais, quand même, me couper un bras, me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. Et j'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien que ça, la belle opération que de me rendre manchot et borgne. Allons, je suis votre servante et je n'ai pas envie de rire. Mais qu'est-ce que c'est? Votre médecin, ma foi, qui voulait tâter mon pouls. Voyez-vous ça, à l'âge de 90 ans. Eh bien, mon frère,
puisque vous voilà fâché avec votre monsieur Purgon, ne voulez-vous pas que je vous parle du parti qui s'offre à ma nièce? Non, ma sœur. Angélique s'est opposée à ma volonté et je la ferai religieuse. Je vois bien qu'il y a quelques amourettes là-dessous. Et j'ai découvert de certaines entrevues secrètes qu'on ne sait pas que j'ai découvertes. Et alors, mon frère, quand il y aurait quelque amour, cela serait-il si criminel? Hein? Et pourquoi vous en offensez, si tout ne va qu'aux choses honnêtes comme le mariage? Quoi qu'il en soit, ma sœur, Angélique sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Ah, ça je vous entends, hein, et ma femme vous tient au cœur. Hein. Oh oui! Oui, c'est votre femme que je veux dire. Et pas plus que l'entêtement que vous avez de la médecine. Je ne puis plus souffrir l'entêtement que vous avez pour elle. Et que vous fonciez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Ah! Ne parlez point de madame comme cela. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans tromperie. Qui aime monsieur, qui l'aime. Pour son art rose. On ne peut pas dire cela. Oui, demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai. Hein? L'inquiétude que lui donne ma maladie. Assurément. Les soins et les peines qu'elle prend pour moi. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir comme madame aime monsieur? Monsieur, permettez que je lui montre son ignorance et la tire d'erreur. Mais comment? Et madame va revenir. Mettez-vous tout étendu dans ce lit et faites-le mort. Je le veux bien. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Mais ne la laissez pas trop longtemps dans le désespoir, car elle en pourrait bien mourir. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Cachez-vous, vous, dans ce coin-là. Mais il n'y a plus petit point quelque danger à faire le mort. Mais non. Quel danger y aurait-il? Il y aura plaisir à prouver que votre sœur a tort. Voici madame. Tenez-vous bien. Ah! Ah mon Dieu! Ah malheur! Quel étrange accident! Qu'est-ce, Toinette? Ah madame! Qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort? Oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément? Assurément. Personne ne sait encore ici cet accident-là et je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de mourir dans mes bras. Tenez, le voilà tout de son long dans ce lit. Tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Et je pensais, madame, qu'il fallait pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce la sienne? Et à quoi servait-il sur la terre? Un homme, incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens et grondant, jour et nuit, servante et valet. Voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon projet. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque par bonheur, personne n'est encore averti de la mort. Laissons-le dans son lit. Tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers. Il y a de l'argent dont je vais me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé auprès de lui mes plus belles années sans récompense. Oh, Toinette, prenons auparavant toutes ces clés. Oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez? Oh, le défunt n'est pas mort. Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau compliment que vous avez fait de moi. Cet avertissement me rendra plus sage dans l'avenir et m'empêchera de faire bien des choses.
bien mon frère, vous le voyez? Par ma foi, mais je n'aurais jamais cru cela. Toinette! Mais j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez. Et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. Et c'est une chose qu'il n'est pas mauvais d'observer. Et vous connaîtrez ainsi les sentiments que votre famille a pour vous. Ah! Ah mon Dieu! Ah malheur! Quel étrange accident! Mais qu'as-tu, Toinette? Et de quoi pleures-tu? Et là, j'ai de tristes nouvelles à vous annoncer. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort? Hélas. Oui, il vient de mourir d'une petite faiblesse qui lui a pris. Oh ciel! Quelle attente cruelle! Hélas, faut-il que je perde mon père? La seule chose qui me restait au monde, et que par un surcroît de désespoir, je le perde dans un moment où il était irrité contre moi. Que deviendrais-je malheureuse? Et quelle consolation trouver après une si grande perte? Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Quel malheur pleurez-vous? Je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Au ciel. Quel accident. Quel coup inattendu. Hélas. Après la demande que j'avais prié votre tante de lui faire pour moi, je venais tâcher par mes respects et mes prières de vous accorder à mes vœux. Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la mort de mon père, je ne veux plus être de ce monde et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre au moins une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner ma reconnaissance. Ah! Ah, ma fille, je ne suis pas mort. Ah, tu es mon vrai sang et ma véritable fille et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. Puisque par un bonheur extrême, le ciel a exaucé mes vœux, souffrez que je me jette ici à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous supplie au moins de ne point me forcer à en épouser un autre. C'est là toute la grâce que je demande. Eh monsieur, laissez-vous toucher par ces prières et par les miennes, et ne vous opposez pas à cette si belle attirance que nous avons l'un pour l'autre. Mon frère, pouvez-vous aller contre cela? Monsieur, saurez-vous résister à 30 ans d'amour? Je consens au mariage s'il se fait médecin. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Fort bien, monsieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même. Il y a bien autre chose que je ferai pour obtenir la belle Angélique. Je vous reprends ça. Ouais, voilà. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. Cela sera plus commode d'avoir en vous-même ce dont vous avez besoin. Mais cela est vrai. Voilà la vraie raison de vous guérir bientôt. Et il n'y a point de plus grande maladie que celle de jouer au médecin. Voulez-vous que l'affaire se fasse maintenant? Et comment ça maintenant? Oui, et dans cette salle? Dans cette salle? Oui, cela ne vous coûtera rien. Ah bon. Mais moi, que devrais-je dire? On
On vous instruira en 2 mots et on vous donnera par écrit ce qu'il faut dire. Bah alors voyons. chirurgien et apothicaire. Salut! Quelle belle invention est la profession de médecin. Cette médecine bénie qui fait vivre à gogo tant de gens de tout genre. Tout le monde nous regarde comme des dieux. Donc, il est de notre sagesse de ne recevoir dans notre corporation que des personnes compétentes et dignes de remplir ces places honorables. Et je crois que vous trouverez une matière digne d'un médecin en ce savant homme que voici, lequel je vous donne à interroger et à examiner à fond. Si permission m'est donnée par le docteur président, je demanderai à monsieur le bachelier la raison et la cause pour lesquelles l'opium fait dormir. La raison et la cause pour lesquelles l'opium font dormir sont qu'il a en lui des vertus dormitives qui sont de nature à endormir les sens. Bien répondu, il est digne d'intégrer notre corporation. Avec la permission du Seigneur Président, je vous demande, docteur Bachelier, quel remède à propos trouvez-vous donner aux pneumoniques et aux asthmatiques? Il faut donner un clister, puis il faut saigner, puis ensuite il faut purger. Bien répondu, il est digne d'intégrer notre corporation. Hier, un malade est tombé entre mes mains. Il avait une grande douleur au côté, une grande fièvre et un grand mal à la tête. Peux-tu me dire, docteur Bachelier, ce qu'il faut lui faire? Il faut donner un clister, puis il faut saigner, puis ensuite il faut purger. Bien répondu, il est digne d'intégrer notre corporation. Mais si la maladie ne veut pas guérir, que lui faire? Il faut donner un clister, puis il faut saigner, ensuite il faut purger, puis re-saigner, puis repurger, puis redonner un clister. Bien répondu, il est digne d'intégrer notre corporation. Tu jures d'observer les statuts de la faculté avec sens et jugement. Je jure d'être dans toutes les consultations de la vie des anciens, qu'ils soient bons ou mauvais. Oui, je jure De ne jamais te servir d'aucun autre remède que ceux prescrits par la faculté